Et donc, c'est sûr que quand on travaille en alchimie, en tout cas en alchimie opérative, mais même si on essaye de comprendre les vieux traités d'alchimie qui utilisent vraiment souvent des mots où on parle de mythologie, je pense par exemple à Michael Mayer et à ses arcanes très secrets par exemple, où là il parle que de mythologie, que de mythologie, que de mythologie. Donc on est obligé quand même d'avoir quelques notions pour comprendre ce qui est dit dans ces vieux livres d'alchimie. Oui. Voilà. Et puis là, tu disais qu'avec cette mythologie, tu as écrit des livres. Oui. Quelques-uns. J'en ai écrit en tout cas un qui s'appelle Les Clés de l'Olympe. Et j'avais fait aussi en compagnie de Jenkins, qui est un illustrateur très talentueux. Et bien j'avais fait des cartes de tarot. Oui, pour que ça illustre le propos de ce que j'avais mis dans les Clés de l'Olympe. Et mon ami Georges Laï m'a fait l'amitié d'en faire la préface. Oui, la préface de la préface. La préface de la préface. Effectivement. Puis en fait, à l'intérieur de ça, ce que tu as fait, c'est un peu tu as marié tes connaissances de tarot avec les connaissances mythologiques. Oui, c'est ça. Donc, moi, tu sais, je suis très vénusienne. Hein? Oui. Donc, on est dans le tarot, enfin, on est dans la mythologie. Donc, vénusienne, Vénus, Aphrodite, maîtresse des liens. J'ai ce côté-là où j'aime bien faire des liens entre des choses qui, peut-être au départ, ne semblent pas tellement liées, mais le sont dans la réalité. Et donc, voilà, ça a été d'essayer de voir dans ces archétypes du tarot, finalement, où il y a vraiment tout le temps des symboles par carte et vraiment qui parlent à chaque fois d'une histoire. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme mythe? Qu'est-ce que ça vient de quoi ça vient parler? Et donc, c'est ça qu'on avait partagé dans un atelier que j'avais fait ici à Montréal. C'était de voir, quel est le mythe fondateur en fonction aussi des arcanes de tarot qui entrent dans une sorte de thème qu'on pourrait tracer avec la date de naissance. C'est toujours, tu sais, je reviens toujours avec la même chose, puisque quand on a une date de naissance, c'est ce jour-là qu'on est à son sens, donc on va essayer d'aller comprendre le sens qui se trouve derrière. Et comme parfois c'est plus compliqué de voir, c'est toujours plus compliqué de voir ce sens d'une manière claire, eh bien on recourt à des archétypes, à des symboles pour nous aider justement à ouvrir ce sens et à comprendre quelle serait notre voie. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup marier le tarot, la mythologie. Et comme j'ai dit dans une précédente capsule, quand on fait l'interprétation des rêves, je me base aussi là-dessus pour comprendre ce langage analogique. C'est ça que j'aime beaucoup faire. Et puis donc, là, tu avais déjà ton passé avec la mythologie romaine, la mythologie grecque, et éventuellement, tu as été initiée à toute la mythologie nordique. Oui. Puis tu es venue enrichir tes connaissances avec ça. Tu as enrichi tes connaissances avec le tarot, qui revenait là-dessus. Et je sais que tu as aussi beaucoup travaillé avec Georges Laï et sa cabale mystique. Et donc, tu as amené aussi cette connaissance-là, la magie des chiffres, la magie des noms, la guématria, tout ça. Et aujourd'hui, la façon que tu partages ta connaissance de la mythologie, c'est en faisant tous ces liens avec toutes ces voix, ces branches, ces manières de... Oui, parce que c'est pas des tiroirs, hein, donc moi ce que j'aime bien, c'est justement de pouvoir voir si, bien que issus de traditions différentes, eh bien, est-ce que ça mène au même endroit, tu vois? Et ça, je trouve ça, quand ça fait ça, il y a une magie qui opère, et c'est ce qui fait que certaines interprétations peuvent être à ce point justes. C'est que justement, on prend ces outils, et si on les met par exemple dans une sorte d'entonnoir, il en reste quelque chose qui va être vraiment ce qu'est la personne dans son essence. Et ça, c'est intéressant parce que la mythologie, justement, a tellement de concepts qui sont dans chacun des mythes que ça permet vraiment de beaucoup travailler chaque mythe pour en trouver plein d'outils, de fils que tu vas pouvoir remettre et avec lesquels tu vas pouvoir
que tu vas pouvoir utiliser pour justement toujours aller au plus profond dans l'histoire d'une personne. Je t'ai même déjà vu utiliser les mythes et les caler sur les vertèbres de la colonne vertébrale. Oui, ça, ben, voilà. Mais c'est un jeu parmi tant d'autres. Il y a les 12 travaux d'Hercule qui se calent évidemment sur les 12 dorsales. Et puis tu as les 7 planètes visibles à l'œil nu. Bon, ce sont 7 planètes qui ont des noms de mythologie grecque. Voilà. Et donc, si tu vas voir dans le mythe à chaque fois à quoi correspond les notions, tu trouves les 7 cervicales. Donc, puis j'ai vraiment fait l'exercice, puis je suis allée le comparer après avec d'autres philosophies de biologie totale, de symbolisme du corps, et en fait, il y avait vraiment la même résonance. C'est incroyable de pouvoir faire ces liens, autant ces liens sur finalement se dévoiler des choses à soi-même, tout ça, que carrément aussi comment est-ce qu'on on somatise aussi ces mythes-là à l'intérieur de soi. Complètement. C'est vrai que c'est stupéfiant quand on voit que vraiment tout va au même endroit. Mais c'est vrai aussi que d'un certain côté, c'est pour ça aussi que les mythes étaient utilisés par Carl Jung. C'est parce que ces mythes sont une sorte de cadre qui parle bien le langage de l'âme du monde. Oui. Tu vois? Oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où on va aller dans du subtil, mais qui va se répercuter dans du concret, mais qu'on peut aller trouver une autre manière de regarder les choses qui va nous permettre de trouver cette solution. Les mythes sont bien. Ah oui, moi, quand j'ai suivi un de tes ateliers, j'ai le souvenir de même être en résonance avec des parties de mythes que tu racontais, puis je me suis dit, mon Dieu, c'est un petit peu mon histoire. Bien sûr. Et ça me dévoilait presque des clés aussi pour la vivre autrement, me réinventer. C'est ça. Face à ma propre histoire, et dans d'autres circonstances, voir carrément des gens autour de moi, les voir jouer le mythe de quelqu'un, d'un de ses héros, d'un de ses dieux, qui maintenant on les retrouve dans les Marvel, on les retrouve un petit peu partout, mais qui sont là pour nous raconter peut-être quelque chose qu'on sait mais qu'on a oublié aussi. C'est ça. L'histoire avant l'histoire, peut-être. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, c'est ça. C'est ce que disait un peu Georges Ley dans la préface, mais c'est vraiment... ces mythes, c'est vraiment le grand arbre des origines, c'est le grand arbre du monde. Ce sont les histoires qu'on se racontait au coin du feu, puis que finalement, on a un peu oublié, mais ce sont ces histoires qui nous ont façonnés, qui ont façonné la grande histoire dans laquelle s'intègre la nôtre, tu vois. Oui. Donc, effectivement, c'est bien. Et puis, c'est vrai que donc, je fais ces liens avec le tarot de Marseille, qui est l'instrument principal que j'utilise. Le tarot de Marseille, c'est celui-là, tu l'as préparé, qui a été restauré par Jodorowsky et Camoin. Donc, j'ai suivi des cours avec Philippe Camoin. J'ai déjà rencontré aussi Jodorowsky, et puis la personne qui m'a mise le pied à l'étrier en ce qui concerne le tarot, c'était Gérard Attias, tu vois. Et puis après je l'ai beaucoup étudié par moi-même, et puis j'en ai fait des liens, mais ce que j'ai adoré aussi, c'est de trouver, si on peut dire, un tarot qui faisait vraiment très fort le lien, en tout cas entre les instruments que moi j'aime beaucoup, qui est cette mythologie, qui est le tarot de Marseille, et qui est la cabale mystique de mon cher Georges Ley. Ça a été un tarot qui s'appelle le tarot de Mantegna. Il est dit de Mantegna, c'est-à-dire il est de cette époque de la Renaissance italienne. C'est un jeu de tarot en 50 estampes. 50, on sait qu'en cabale mystique, 50, c'est un chiffre éminemment porteur. Donc on se dit directement, 50. Je vais aller voir, parce que c'est un chiffre c'est une clé de libération spirituelle. Donc on va directement, on se rapportait par ça, on va aller voir. Et il se fait qu'il s'articule en 5 fois 10 niveaux. Donc on sait qu'il y a 5 niveaux de l'âme, on sait qu'il y a 10 séphirotes. Donc par rapport à la cabale mystique que je t'ai expliqué la fois passée, il y a des liens par rapport à tout ça. Alors en plus, on trouve vraiment des lames dans ce tarot de Mantegna
qui nous donne des informations supplémentaires par rapport au tarot de Marseille. Celui-ci qui a 22 lames. Qui a 22 lames, c'est donc ça. on est à 22, l'autre 50. Ça fait presque 72. Presque 72. Donc on a parlé dans l'autre capsule. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont assez intéressantes là-dedans. Et c'est vrai que ce tarot de Mantegna a aussi toute une, si on pourrait dire une dizaine, puisque je vous ai dit qu'il y avait 5 x 10, une dizaine où il n'y a que les dieux. Okay. Et leur représentation telle qu'on se la faisait, en tout cas, à l'époque de la Renaissance. Et on trouve même alors dans cette représentation certaines clés en alchimie. Donc tu vois, c'est vraiment très très intéressant. C'est vraiment des outils tellement complets. Oui. Qui demandent vraiment d'aller explorer des avenues différentes, mais qui se rejoignent, qui se déclinent, qui se complètent, tu sais. C'est ça. C'est accepter peut-être de se prendre au jeu, c'est de se dire, tiens, je croyais que j'étais très bien ou très bon, tu vois, dans le tarot, mais qu'est-ce qu'elle raconte là avec son tarot de Mantegna? Non, je connais bien ce que je fais en tarot, certainement, mais c'est juste une ouverture qui va permettre aussi de voir des choses que peut-être où on ne savait plus, qu'on avait oublié ou auxquelles on ne pense pas systématiquement quand on fait le tarot. Exact. Mais pourtant, c'est ça qui va permettre, dans ce tarot très riche, d'encore plus se réinventer. Parce que moi, je t'ai vu utiliser le tarot de Marseille et d'y caler un mythe d'un dieu ou d'une déesse. Oui. De les joindre un avec l'autre. Et en fait, c'est incroyable comment on pouvait vraiment les ouvrir d'une autre manière. Oui, bien sûr. Je t'ai vu aussi les mettre en miroir. Oui. Parce que en miroir, ça c'est un grand jeu de la Kabbale dont on avait parlé. Ouais. Hein. Les miroirs, c'est vraiment ce début de la création qui fait que je me connais parce que je me vois dans le miroir de l'autre et j'ai certains blocages parce que justement j'imagine dans un miroir qui est un peu opaque ce que l'autre me renvoie. Et justement, quand on fait les tarots en miroir, eh bien justement on arrive à voir au-delà du voile. On arrive à avoir une autre interprétation qui va me permettre d'ouvrir ce que je ne voyais pas très précisément. Ouais. Et donc, il y a le tarot en miroir, mais tu fais aussi le tarot avec un jeu de numérologie, pas de numérologie, mais de nombres, parce que avec l'inspiration de cette cabale mystique, où chaque lettre et chaque nombre son histoire et tout ça. Et là, tu y arrives aussi parce que c'est assez pratique d'un certain côté. Le tarot de Marseille, il y a 22 lames. Oui. Comme il y a 22 lettres hébraïques. Oui. Alors, au départ, on va se dire, oui, mais la gematria, c'est uniquement pour les lettres hébraïques. En fait, c'est un nombre. Et un nombre... c'est une autre langue. Oui, c'est encore une autre langue. C'est la langue des numéros, la langue des mathématiques, qu'on dit que c'est la langue peut-être même universelle. Et donc, ça pulse une information, ça pulse une vibration. Et cette vibration, comme tu dis, elle n'appartient pas soit à un canevas tarot de Marseille ou à un canevas lettres hébraïques. Elle donne une information par rapport à cette géométrie du nombre et qui va nous toucher dans notre cerveau subtil. Le cerveau rationnel va dire, mais enfin, voilà, non, on ne peut pas jouer avec tout ça. Mais pourtant, si. Parce que quand on va trouver cette magie du nombre derrière un message qui sera donné, eh bien, cette magie du nombre va raconter quelque chose sur son histoire. Et donc, tu ouvres aussi donc, le tarot avec cette magie de la gematria. Ah, mais la gematria, c'est extraordinaire parce que ça va au-delà de ce qu'on peut comprendre, tu vois. Et c'est cette langue universelle du chiffre et du nombre qui va faire que ça va, comme tu l'avais dit dans d'autres capsules, répondre à la question que je ne m'étais pas posée. Et c'est la question la plus intéressante, parce que la question que je ne me pose pas, c'est celle que je n'ai pas encore vue, qui n'est pas à ma conscience. Exact, mais qui fait... Mais qui soutient toutes les autres. Et voilà, tu vois, qui fait faire le mouvement lorsqu'elle est finalement nommée. C'est ça. Finalement prononcée. Exactement. Wow, super, mais... ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais.